faire ça. Bon, notre invité aujourd'hui, émission spéciale. D'abord, on va commencer avec ça. Nos deux podcasts, mon podcast chez quelqu'un et celui de mon chum Mike, l'Open Mic, comme on fait à l'occasion. On merge ensemble quand on a des gros noms, des invités. Puis, pour moi, là, c'est sûr que c'est relatif qui viennent au podcast. Mais pour moi, à date, il faut dire, c'est le plus gros nom que j'ai reçu. Oui, oui, Pour moi. oui, moi aussi, oui. C'est quelqu'un que j'en parle souvent, ceux qui me suivent sur mes podcasts, autant chez quelqu'un que sur mon deuxième format que j'ai, Banane Micro. En fait, c'est lui qui m'a inspiré ce petit format-là, mon petit podcast de 15 minutes. Donc, c'est vraiment dans ce spirit-là. C'est Marc Boilard. Salut, Marc. Salut Wayne, salut Mike. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai lancé ça à brûle pour point. J'avais le goût de jaser de l'humour en région. Là, on a le temps avec la COVID, nous autres ici, avec le centre des congrès. On est sur le break, comme tout le monde au Québec. Puis je m'étais dit, tu serais le gars parfait pour parler de ce sujet-là. Il t'a accepté, donc merci beaucoup. C'est parfait. Je veux dire, moi, de toute façon, j'ai commencé à faire vraiment être très actif niveau podcast à partir de mars dernier, je dirais. Ça fait que les invitations, moi, j'adore ça parce que je trouve qu'il faut qu'on se donne entre nous autres, il faut qu'on se donne un coup de main. Puis quand je dis entre nous autres, c'est-à-dire que même si, c'est comme moi, je suis au FM 93 à Québec tous les jours, mais c'est un autre univers, le podcast. Puis il faut que chacun aide l'autre à aller de l'avant. Moi, je crois à ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Avant de commencer, je voulais faire un petit survol vite fait de ta carrière. Marc Boilard a gradué en 90, si Wikipédia est down. Tu as eu ton barreau en 90. Et ensuite, tu t'es dirigé vers Juste pour rire, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. T'as cette anecdote-là, je l'ai entendue il y a quelques fois dans tes podcasts. En fait, toi, ton début avec Juste pour rire, tu as écrit un courriel à Gilbert Rozon en lui fixant un rendez-vous et c'est parti de là. Direct. C'est-à-dire que j'avais un livre qui s'appelait Comment faire un CV puis une lettre de présentation. Puis je trouvais ça super intéressant parce que eux autres, ils disaient, au lieu de faire le fameux voici, j'envoie mon CV, j'envoie ma lettre de présentation, puis vous m'appellerez, puis non. Moi, j'ai pris mon CV, qui était un CV d'étudiant, de somme toute, avec, je venais d'être reçu avocat, mais je veux dire, j'avais 23 à peu près, quelque chose de genre. Puis dans ma lettre de présentation, j'avais dit bonjour, je travaille, j'ai fait mon barreau, j'ai été reçu avocat, j'ai lancé une organisation de spectacle à l'Université Laval. J'aimerais travailler à Juste pour rire. Je vais vous appeler la semaine prochaine, mercredi à 15h30. Donc, tu je lui as montrais fixé. ça à du monde dans mon entourage, puis il disait, mon Dieu, c'est bien trop raide, tu sais. Mais lui, Gilbert, m'a conté après que c'est à cause exactement de ça qu'effectivement, il avait accepté de me rencontrer. Parce qu'il a dit, regarde, il veut, lui, là, il veut, là, il est vraiment. C'est pour te dire, hein. Ouais. Quand le monde te dise d'un côté, oh, fais attention, peut-être que, toi, tu fais non, sais-tu quoi, moi, j'y vais de même. Ça ne veut pas dire que par garantie, ça marche, mais d'écouter ce que tout le monde dit, c'est loin d'être la garantie de succès. Là, il a aimé le lead que tu as pris là-dedans, c'est ça qui l'a séduit un peu d'aller vers toi. Parce que Juste pour rire, écoute, les gens, moi j'ai connu ça tard, moi je suis de génération, je suis né en 86, mais Juste pour rire, c'était toute qu'une patente. Toi, as-tu connu, à quelle époque t'es arrivé Juste pour rire? C'était-tu l'émergence ou c'était vraiment au top quand t'es arrivé? C'était au début du top, okay. Dans le sens que c'était vraiment, vraiment très connu, c'était la grosse affaire. C'était précisément, je peux dire, c'était la 11e édition, parce que le slogan, c'était 11 ans fous. Fait que je me souviens de ça, c'était la 11e édition. Puis, je te dirais que c'était l'époque où, quand tu passais à un gala Juste pour rire, donc c'était à TVA le samedi soir, vers 19h, ta carrière était lancée. Tu n'avais même pas besoin du reste. Tu avais juste pas besoin de faire, que tu fasses un hit, là, si tu faisais juste passer, on s'en fout. Mais si tu arrivais, puis que tu faisais un gala, puis que tu faisais un hit, ta carrière était lancée. Michael Rancourt, là, il a fait un gros numéro d'imitation dans un gala Juste pour rire. Puis, quelques mois plus tard, donc Juste pour rire, c'était en juillet, septembre, octobre plus tard, il lançait son one-man show au Théâtre Saint-Denis. Personne ne savait c'était qui à part un gala. Michael Rancourt était parti. Du jour au lendemain. Ouais. Mais c'est justement, tu dis du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, tu as décidé de lâcher ta carrière d'avocat pour devenir humoriste, gérant d'artiste. Qu'est-ce qui te donne le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu as fait le saut là, de avocat? Tu n'aimais pas l'argent ou qu'est-ce qui fait que tu as sauté d'une carrière à l'autre?
Alors, la réalité, c'est que l'accident de parcours, c'est les études en droit. En voulant dire que moi, j'étais au primaire, puis je faisais des sketchs devant la classe, puis je tournais des films en secondaire 3, puis j'écrivais le journal étudiant en droit, puis je faisais des spectacles de fin d'année à l'université, puis j'ai lancé mon organisation d'humour, puis blablabla. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas que tout à coup j'ai réalisé que je me suis inscrit en droit en sachant que je serais jamais avocat. Alors, le pourquoi, c'est que je voulais un titre, dans le sens que je savais que j'allais vivre du showbiz, de la communication, appelle ça comme tu veux. Ça fait que ça donne quoi d'étudier en communication pour faire ça? Absolument rien. Par contre, être avocat, tu as ce titre-là toute ta vie. Ça fait que j'ai dit, moi, j'y vais pour le titre. Puis en parallèle, par contre, ben, je fais des spectacles, je monte mes shows, etc. Ça fait que c'est ça qui m'a amené à Juste pour rire, pas en tout d'être avocat. Ça fait faut bien comprendre que j'ai pas abandonné un truc en cours de route. Je l'ai complété en sachant que c'était pas ça que j'allais faire. Donc, tu n'as jamais pratiqué comme avocat en tant que tel. Tu n'as jamais été vraiment. Tu as toujours ton barreau, tu es toujours avocat, mais tu n'as jamais pratiqué. Par définition, tu fais 6 mois de stage. Fait que tu pratiques, entre guillemets, pendant 6 mois. Fait que j'ai plaidé des requêtes, j'ai plaidé en cours des petits trucs. Mais tu sais, c'était des affaires que les avocats seniors du bureau me disaient, regarde, va faire ça, va dire telle affaire. Ça fait qu'en réalité, le jour où j'ai été assermenté, où j'aurais pu vraiment commencer, moi, c'était ma dernière journée, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme tu le dis si bien, je continue à prendre mes heures de formation, etc., mais j'ai jamais fait une vraie pratique de ça. Donc, une fois parti, quand même, rendu à Montréal, parce que tu es originaire de Québec, de Charlebourg, une fois rendu à Montréal, c'est là que tu as commencé à être gérant d'artiste. Donc, pour ce qui est d'avocat, c'est très, très connexe comme tâche pour gérer les contrats, tout ça. J'imagine que tu es bien ferré rendu là. Alors, je réponds toujours la même chose quand le monde me dit ça devait être utile quand tu étais gérant. Je dis ben oui, j'ai connu plein d'avocats. C'est ça ma réponse, dans le sens que c'est pas vrai que c'était utile. Des contrats, là, dans la vie d'un gérant, là, c'est 10 5 de ta job. Je n'exagère pas. C'est-à-dire, à un moment donné, un contrat, tu sais comment c'est fait. Tu deviens finalement un expert de ça. Des contrats de production, contrats de radio, contrats de télé. C'est rien, là. La job, c'est de faire en sorte que quelqu'un en veuille de ton client. Ça, c'est ça la job. Parce que moi, rappelle-toi, j'ai commencé avec Morancy, Anctil, Cavana, Maxime Martin. On commençait, on n'avait pas un nom établi. C'était pas genre, ah bon, il sur le téléphone sans arrêt. C'était pas ça, là. Ça fait que la job, c'est un job de développement, puis une job aussi de supervision. C'est-à-dire que moi, j'étais très relié au contenu. Ça fait que tu agis sur le rendu final des artistes avec qui tu travailles, puis tu fais tout ce qu'il faut pour être capable, en bout de ligne, de monter un projet de show, diriger toutes les équipes autour, puis faire un développement le plus possible pour faire en sorte que le téléphone sonne. C'est du développement de talent. En bout de ligne, le contrat comme tel, c'est anecdotique dans tout ce que tu fais dans une semaine. Puis ces gars-là, je ne sais pas, lequel des premiers artistes que tu as découvert en tant que gérant? Comment ça a commencé? C'est que moi, j'étais d'abord à Juste pour rire, coordonnateur des lundis Juste pour rire, qui OK. existait entre autres. Il y avait Mario Grenier qui animait ça au Dagobert à Québec. Tu en avais à Montréal, après ça, il y en avait à Sherbrooke, puis à Trois-Rivières. Puis je pense que j'avais ouvert Gatineau, un affaire de même. Ça existait avant que j'arrive, et moi, je les ai sortis d'espèces d'ententes qui n'étaient pas faisables. J'avais refait une entente, puis là, ça s'est mis à rouler. On avait un beau circuit. Et j'ai connu Anthony Cavana comme ça, parce qu'il était souvent au Lundi Juste pour rire au Café Campus de Montréal. Puis à un moment donné, c'est lui, parce que je cliquais bien avec, il avait dit « Hey, tu as l'air drôle, toi. » Il dit « Pourquoi tu n'écrirais pas avec moi? » C'est que j'ai commencé à écrire des jokes avec Anthony. OK, Puis là, il m'a dit, t'étais moi, son writer au début, dans le fond. complètement. OK. Puis il dit, j'ai pas de gérant. Il dit, ça t'intéresserait-tu? J'ai dit, ouais. Puis là, je voyais c'était quoi un gérant, parce que à Juste pour rire, il y en avait. Parce que personne ne sait c'est quoi. Là, je voyais, j'ai fait, c'est vrai que ça me branche, cette affaire-là, tu sais. Et 1 an et demi après être arrivé à Juste pour rire, j'ai quitté littéralement avec Anthony à mon compte. Puis après ça, ça a développé. Il y a eu Morancy, il y a eu Antil, le bureau a grossi. Ça a été le même. Quand tu recrutais ces gars-là, comme là, ben là, tu pars, Anthony, les autres, tu les rencontres dans le cadre de Juste pour rire ou tu faisais vraiment la recherche d'artistes, les cabarets et tout ça à l'époque? Même aujourd'hui, c'est le même, les nouveaux gérants, ben, tu restes dans le milieu des bars, tu t'approches, tu vas voir les jeunes qui sortent de l'école de l'humour, tu t'en vas dans les soirées qui ont un peu partout, etc. Ça fait que tu connais le monde, puis tu cliques, à un moment donné, tu fais des propositions, puis tu montes de même, tu sais, c'est comme,
tu montes en même temps que tes clients. Alors, évidemment, si tu es établi, là, les plus jeunes, ils entendent parler de toi, mais moi, ce n'était pas le cas. Moi, je commençais. Et pour ce qui est d'Anctil et Morancy, c'est qu'ils étaient à l'Université Laval avec moi. OK. Donc, eux autres étaient dans la ligue d'improvisation, puis moi, je montais mes shows. Fait que je suis allé les voir directement après un match de ligue d'impro. Puis j'aurais dit, les gars, si ça vous tente de ne pas faire que de l'impro, mais faire vraiment un numéro, ben moi, je monte un show au théâtre de l'université. Puis on s'est monté d'un show. J'ai fait 2 shows de même. Puis tu vois, ces 2 shows-là ont été assez pour que j'aie une carte de visite auprès de Juste pour rire, c'est-à-dire de Gilbert Rozon. Puis là, ça a démarré avec l'histoire que je viens de vous conter. Puis tu vois, c'est exactement, parce que comme je disais d'entrée de jeu, moi je te suis, puis je t'entendais parler de ça dans tes podcasts. Puis c'est ça, moi, qui m'a fait flasher, qui me dit que ça serait l'invité parfait pour parler du sujet que je voulais parler aujourd'hui. Ben, avant de rentrer dans le vif, Mike, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ta patente, le centre des congrès, parce que ça fait pas longtemps que tu as ça ici. Fait qu'expliquer un peu l'acquisition de ça, puis où c'est que tu t'en vas avec ça. Ben, le centre des congrès, en fait, ça va faire, c'est en 2018 qu'on a acheté, donc ça va faire 3 ans au mois de mai. Si ma mémoire est bonne, ça va faire 3 ans le 4 mai. Évidemment, c'est pas le bon timing pour avoir des salles de spectacle de ce temps-ci, mais quand même, ça a été, c'est une belle expérience. C'est un aboutissement un peu de tout ce qu'on faisait. Étant donné qu'on faisait tout ce qui était événementiel, ben, il nous manquait les salles pour accueillir le monde. Fait que là, c'est fait. Fait que toi, tu avais les chapiteaux, tout ça. Chapiteaux, jeux gonflables, la vaisselle, on avait vraiment tout, sauf les salles pour accueillir le monde. Fait que là, l'opportunité s'est présentée. Fait qu'on est là. C'est 3 ans le centre des congrès, mais quand même 25 ans de Disco Flash le 28 octobre cette année. Fait que ça va être un gros party, hein, imagine, 28 octobre. On espère pouvoir en profiter un peu. On va triper fort. Puis ben là, pour dire, c'est sûr que les gens de cette île qui nous écoutent, eux le savent, mais pour dire à Marc, ici, le centre des congrès, c'est 4 salles, donc allant de 500 à 85 à 517 personnes, oui. Puis il y a aussi, dans le bâtiment, c'est lui qui héberge la microbrasserie locale, donc qui est un local qui est à part, qui est au fond, mais qui se trouve être dans le même bâtisse. Oui, c'est dans le même bâtiment. On veut faire ici vraiment un beau complexe où ce que les gens vont aller prendre une bière à micro, venir voir un spectacle d'humour ou un spectacle de country ou un spectacle après, retourner à micro ou venir veiller dans une autre salle où ça va être ici le petit bar de 85 personnes où ce qu'on a des projets aussi pour faire virer ça. Fait qu'on veut faire vraiment un complexe où les gens vont avoir du fun. On veut que les gens rentrent ici sur le 5 à 7 puis qu'ils ressortent à minuit, 1 heure, 2 heures avec une belle soirée de plaisir, mais sans avoir été toujours à la même place toute la soirée. Là. Oui, puis on dirait que la vie, parce que c'est ça, nous autres, on se côtoie plus depuis que là, tu as le centre, puis là, moi, je suis un passionné d'humour, je tripe, j'aime ça, je fais des open mic, j'aime s'organiser, ce genre de soirée-là. On dirait que la vie veut pas qu'on en parte d'humour à cette île, parce que le premier open mic qu'on fait, ça avait marché en chien, on avait rempli ta salle, mais t'avais pas il y a eu un fuck avec le permis d'alcool, on ne pouvait pas vendre d'alcool. Oui, puis le premier qui est venu, c'est Joe Guérin, Anthony Rémillard, qui était venu. D'ailleurs, Joe Guérin, c'était sa fête. Là, on enregistre aujourd'hui, vous ne le voyez pas live, mais c'était sa fête hier. Oui. Fait qu'il y a 2 ans, exactement, on fêtait la fête de Joe Guérin ici à la microbrasserie. Puis on avait terminé de fêter ça à Bécomo, chez Saint-Pancras. Mais là, les circonstances fait qu'il n'a pas dû fêter fort, lui non plus, cette année. Mais en tout cas, c'est ça, mais c'était notre premier show d'humour. Ouais. Le permis d'alcool n'était pas arrivé encore, puis pas qu'on était illégal. Là. C'était vraiment juste qu'on savait qu'on allait avoir une transition là, d'une couple de jours sans permis d'alcool. C'est tombé en plein dans notre premier open mic. Mais quand même, beaucoup de plaisir. On a découvert des humoristes de la place, dont toi. Puis avec les humoristes qui étaient venus aussi, nos headliners, puis nos headliners de Montréal aussi, Anthony Rémillard puis Joe Guérin. Ça a été une belle expérience. Puis on en a fait 4 autres après ça, puis ça a été un bon succès à chaque fois quand même. Oui. Parce que nous autres, c'est ça. Puis c'est là où l'expertise de Marc, ou de toute façon, tes commentaires pourraient même nous être pratiques parce que c'est ça. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est de développer un peu ce marché-là qui n'existe pas. Pour le moment, ça existe. T'sais, on le voit au niveau de la scène country, au niveau de la musique, des shows, ça fait longtemps qu'on transige avec organiser des spectacles de musique ici. C'est assez simple. Mais l'humour, c'est vraiment en émergence. Puis ma première question pour toi, c'est si tu étais gérant d'artiste encore aujourd'hui, tu aurais dans ton écurie, si on peut appeler ça comme ça, là, de jeunes poulains, qu'est-ce qui te séduirait sur un diffuseur qui est assez loin, il faut le dire. On est assez éloigné des grands centres. Donc, toi, par exemple, tu es à Québec. Qu'est-ce qui ferait que tu viendrais nous voir ici à cette île?
Alors, j'ai pensé à ça parce que tu m'avais dit que tu allais me parler de ça. Ça fait que je ne vais pas improviser mes réponses parce que je trouve ça très intéressant. Il y a, grosso modo, il y a 3 volets que je vais te répondre. Je vais me prendre le chapeau que tu me dis, qui est une excellente façon de procéder. C'est-à-dire, si j'étais encore gérant, moi, je recommanderais aux humoristes avec qui je travaille. Là, j'entends des jeunes, c'est ça que j'entends. Oui. Parfait. Oui. Qu'est-ce que je dirais? Mais je vais aussi te faire à toi des recommandations. Okay. C'est-à-dire à toi, bien entendu. Basé sur effectivement ce que je connais. Premièrement, tu ne pourras pas t'en sortir juste avec des bonbons. Ça fait que tu vas être obligé de payer. Ça ne veut pas dire payer plus, mais ça veut dire payer le marché et tu pourras te reprendre peut-être sur le point 2. Donc, ça en partant, c'est que c'est à toi de voir s'il y a une économie pour pouvoir, toi, faire circuler l'argent dans ta salle. C'est qu'à date, déjà, c'est là ce que vous répondez parce que tu as la possibilité d'avoir un levier d'un local à côté, alcool, etc., blablabla. Je vais t'amener d'autres idées après. Ça, c'est la première affaire. Parce que moi, je vais te répondre ce que je pense pour vrai. Là. Je ne commencerai pas à te sugarcoater les trucs. La deuxième affaire, c'est que si tu ne peux pas arriver en disant, nous autres, on allonge des chèques, comprends-tu? C'est l'Arabie Saoudite, on a qui on veut, ce que je sais qui n'est pas le cas. Ton deuxième point, c'est l'expérience. Il y a une salle de spectacle qui est dans le réseau public à Port-Cartier, que moi, j'ai joué. Mon deuxième show, qui s'appelait Moi, si j'étais une fille. Le responsable de ça, le gars, il va te chercher quand tu arrives, il t'invite à souper chez lui. Tout le monde parlait de ça. Tu soupes avec sa femme, après ça, il t'amène dans la salle de spectacle, c'est plein, les conditions sont super bonnes, tu couches dans une belle petite place, le fun. Le lendemain, habituellement, tu peux jouer une deuxième fois. Quand tu repars, là, oui, tu as fait du chemin, mais tu as fait, my God, tu as vraiment vécu de quoi? Ça fait que si tu veux avoir un edge, au-delà de dire que ça prend la même paye ou un peu plus, mais mettons, parlons paye plus une partie de transport, mettons, il faut que ton expérience soit vraiment spéciale. Il faut que ce soit tout sauf un bar plate qui est peut-être en banlieue de Québec, où ce que tout le monde peut aller, mais que tu fais comme, man, le propriétaire, c'est un gazé, c'est mal disposé. Quand ça parle, écoute, c'est plein d'affaires qui font qu'une soirée d'humour marche ou marche pas. Est-ce que tu les connais? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Mais moi, je peux te le dire que si le staff n'est pas au courant que tu fermes ta gueule quand il y a un numéro, puis que tu dis au gazé, dans le fond, de fermer sa gueule, sinon tu le sors, si c'est genre, ben non, c'est mon gros client, puis lui, s'il veut parler, c'est mort, c'est terminé. Personne ne va vouloir aller à ta place. Ça fait que le côté difficile que tu as, je vais te dire, c'est pas autant le budget ou la distance que de faire une expérience que dès la première soirée, que tous ceux qui vont aller là vont dire, hey man, si tu joues avec la gang là, à cette île, alors ça va. Le public est malade, tout est super top, tu es payé en arrivant, la chambre d'hôtel, c'est écœurant. Puis quand je dis écœurant, pas le Hilton, juste une vraie expérience. Le troisième volet, c'est que d'après moi, il faut que tu sortes de l'idée d'être seul au combat. Moi, si j'étais vous autres, je prendrais le téléphone, puis entre Québec puis cette île, je m'organiserais pour créer un réseau qui fait en sorte que vous seriez minimum 3 villes dans lesquelles, quand tu bookes les 3. C'est que tu pourrais créer des micro-tournées où là, tu serais surpris de voir à quel point tu aurais des bons noms. Mais ça, il va falloir que vous sortiez juste de, nous autres, on a un centre de congrès, un centre de congrès. Il faut que vous disiez, OK, c'est beau, on comprend, on ne peut pas avoir tout le monde qu'on veut. Il y a du monde, juste la distance, ça ne leur plaira pas. Mais quand on appelle, on va se faire un nom, puis un nom, c'est facile à se faire. Je vais te donner un exemple. Moi, mon grand chum, Alexandre Desrosiers, c'est le groupe Cinglé à Québec, OK? Je travaille avec lui. J'anime une soirée à la Taverne Grande Allée une fois par mois avec lui. Il m'avait fait animer dans une salle, dans une polyvalente à Québec, etc. Deux affaires que je n'étais pas supposé faire, que j'ai faites là, à la fin, quand ça a fermé, là, on était archi sold out, OK? C'était une soirée extraordinaire. Bon, ben lui, le groupe Cinglé, là, vu qu'il a bien travaillé, ben, au fil du temps, il a ouvert d'autres soirées, des soirées jusqu'à Rimouski. Ça fait que quand il boucle une, il boucle l'autre, etc. Puis il a tout créé quelque chose qu'il n'y avait pas à Québec depuis toujours. Québec, c'était des soirées d'humour régulières. Peux-tu croire? Il n'y avait pas ça à Québec. La dernière fois, c'était les lundis juste pour rire. Ça fait 20 ans avec Mario Bruni. Puis entre il y a 20 ans et il y a 2-3 ans, il n'y avait rien à Québec. Rien. Tu fais comme un peu à Québec. C'est juste la qualité de l'organisation. C'est que si vous faites des soirées qui sont bien là, puis là, pour ça, si vous n'êtes pas sûr que votre setup est correct tout, j'aurais le goût de dire engagez carrément quelqu'un. Engagez quelqu'un, un genre de consultant, là, qui va aller sur place et qui va dire, les gars, c'est le même, ça marche.
ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si vous voulez tourner les coins ronds, ben bonne chance, mais dans 3 mois, c'est fini. C'est donc très possible, mais je vous dis, regroupez-vous pour faire en sorte qu'une invitation en égale plusieurs. Puis quand vous allez lancer ça, d'après moi, là, tout le monde va parler de vous autres. Ben c'est cool parce qu'on se rend compte qu'on est déjà bien parti dans nos trucs parce que à date, les commentaires sont très, très bons. On s'est même fait comparer au bordel à notre premier open mic. Puis ils en ont parlé, tu sais, Anthony Rémillard, il est parti d'ici. Ils sont venus jouer ici le vendredi. On avait déjà notre propre petit réseau, comme tu parlais, avec l'ouvre-boîte culturelle à Bécomo. Ils ont fait Bécomo le lendemain. Puis le dimanche, ils tournaient sous écoute. Puis on parlait de nous autres à sous-écoute après notre premier open mic. Fait que déjà là, on tripait, tu comprends? On avait commencé. Puis ce que tu dis, c'est. Moi, je reçois 100%. C'est ce qu'on avait commencé à faire, là. Bien évidemment, avant la date fatidique. Mais Mike, là-dessus, a fait. Puis ça, je te lance des fleurs là-dessus. Il a fait vraiment ses devoirs. Toi, tu es allé au bordel. Tu as checké le setup. Tu as dit, bon, OK, tant de distance, les tables et tout ça. Ben, en fait, j'étais déjà allé au bordel, mais j'étais allé au bordel une douzaine de fois. Mais en fait, je savais déjà que l'humour, justement, fallait que les gens ferment le gueule pour en avoir déjà. Parce qu'en 25 ans de Disco Flash, on en a fait dans plusieurs bars. On est allé en faire à Casa, à Port-Cartier. On est allé en faire à l'entrepôt, à Bécomo, des shows d'humour. Puis on les a vus. Puis, tu sais, les artistes nous parlent. On est l'équipe technique. Fait qu'on entend souvent parler. Puis ils disent, hey, ça n'a pas d'allure, ce bar-là. Il y a telle affaire. Ils n'ont même pas fermé la TV en arrière du stage. Puis, tu sais, fait que moi, j'ai appris beaucoup par l'expérience des spectacles qu'on a fait. Puis justement, les clients, là, comme Marc disait tantôt, lui, c'est mon gros client, il va dire ce qu'il veut, puis il vient quand il veut, puis il est tout le temps ici, puis toi, l'humoriste, tu viens juste une fois. Fait que c'est ça, faut faire la différence. Mais nous autres, ce qu'on a comme avantage, au lieu d'un bar traditionnel, c'est que nous autres, on a toutes les salles qu'on veut. Fait qu'on peut faire un show country dans la grande salle. Si on décide qu'ici, on fait un peu plus d'humour, ben, quand il y a un show d'humour, comme je disais tantôt, une espèce de complexe, ben, le client, tu n'es pas obligé de le mettre dehors. Tu dis, écoute, si ça ne t'intéresse pas le show d'humour qu'on présente présentement, là, va à Microbrasserie à côté, va prendre une bière, puis reviens veiller avec nous autres après le show, ça va nous faire plaisir de te revoir. Ou va au show country en bas, puis laisse-nous tranquille. Puis, fait que c'est ça, on n'est pas obligé de mettre le client à porte, on est capable de le rediriger vers quelque chose qui va faire plus son bonheur ou qui va plus atteindre son état de festivité. Oui, parce que c'était ça le défi, parce que moi, avant que tu achètes cette patente-là puis que tu développes, moi aussi, je l'ai essayé à cette île. J'avais même à l'époque parlé avec Michel Grenier, le gérant à Mike, un homme fort sympathique, qui m'avait donné des conseils. Il avait pris le temps de me parler au téléphone. Puis bon, en ligne toi. Puis ce que tu dis, Marc, c'est exactement ça. C'est là où j'étais mal parti. Là. J'ai essayé de décoller ça d'un bar ici, mais moi, là, je me suis vite rendu compte que je venais déranger Roger, que lui, c'est le client régulier, puis là, c'est son horaire. Puis là, pourquoi que hier, je prenais ma bière tranquille, puis là, il y a le tapon, là, parce que là, ici, je suis pas juste un humoriste. Fait que je suis le tapon qui gère les Tim Hortons. Pourquoi le gars du Tim Hortons, il vient me déranger pendant que je prends ma bière? Mais c'est vrai, c'est d'amener, comme tu dis, l'expérience client, mais aussi éduquer la clientèle. À savoir, là, il va y avoir un show d'humour. Fait que si t'es ici, c'est pour écouter le show d'humour, tu respectes l'artiste, sinon, goodbye. C'est justement parce que nous, on n'est pas ouvert à date, là, on n'est pas ouvert à tous les jours. Fait qu'on n'a pas de clientèle régulière. On a une clientèle régulière, mais qui vient voir un show de country de temps en temps, qui vient voir un show d'humour. Il y a beaucoup de monde qui nous suivent, qui viennent souvent. Il y a des gens qu'on voit très, très souvent dans plusieurs événements, mais on n'est pas ouvert à tous les jours de 9 à 5 en disant il y a des machines à poker où il y a ci, où il y a ça. Fait qu'on n'a pas de clientèle régulière qui viennent à tous les jours. Fait qu'on n'a pas l'impression de déranger. Les gens viennent ici pour un événement. Et c'est pas l'événement qui vient déranger les joueurs de vidéo poker. Ah non, la question que je vous pose, c'est avec la clientèle que vous avez, puis le bassin, le marché de spectateurs potentiels, êtes-vous capable d'avoir une soirée hebdomadaire ou c'est mieux de commencer une soirée par mois? Ben, on visait, nous autres, une soirée par mois, mais moi, j'ai resté très, très, très surpris des humoristes, la qualité d'humoristes en région aussi qu'on avait, juste dans le bassin. Cette île Port-Cartier, Bécomo, il y a vraiment des gens qu'on a accueillis ici qui m'ont fait rire. Toi, t'en es un, je t'avais jamais vu faire du stand-up. Ça m'a vraiment surpris, puis même ça m'a donné le goût de l'essayer. Dernier open mic, c'est moi qui ai animé, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, tu sais, j'ai découvert là, du monde que j'avais déjà vu en impro, que j'avais déjà vu animer des mariages, mais voir ces gens-là faire du stand-up, je me disais, ah, il est vraiment drôle, puis je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas de voir une qualité comme ça en région. Oui, puis je pense que ce qui arrive aussi, c'est que on est des geeks, un peu d'humour, tu sais. Sous-écoute a amené ça. Mike Ward, en lançant son podcast, moi, ça m'a amené beaucoup plus à m'intéresser à ce contenu-là.
Puis là, il y a beaucoup d'humoristes qui parlent, puis là, justement, ils donnent des trucs, comment est-ce qu'ils ont évolué, tu sais, parce que moi, on s'entend, demain, avec ma vie, je peux pas partir du jour au lendemain, aller faire une tournée des bars, puis aller roder mon stock là, dans 8 bars. Fait que moi, quand je passe à cette île, c'est ma soirée, c'est mon rodage, puis c'est mon show. Là, tu sais, je veux dire, faut pas que je le plante là. Fait que, mais ça me permet, en tout cas, ça m'a permis d'écouter ces humoristes-là, Mike Ward entre autres, à essayer d'écrire d'une façon plus efficace. Puis c'est ce qui arrive avec les autres humoristes, notre bassin local, qui sont beaucoup des gars de, par exemple, Bécomo. Puis quand tu parlais, Marc, en essayant de faire un partenariat, qu'on devienne une micro-tournée, ça commençait vraiment à prendre forme avec l'ouvre-boîte culturel à Bécomo. Aussi, Port-Cartier était très intéressé. C'est le café-théâtre graffiti, sûrement que tu parlais tantôt. C'est ça. Exactement. C'est ça, ouais, puis justement, avant la COVID, on avait un show de prévu. C'était pas au café graffiti, par contre, mais en tout cas, c'était dans un autre endroit, mais c'était en lien. Puis c'est ça, on avait un peu ce spirit-là, de dire aux gens, tu sais, si tu viens ici, je vais te donner un exemple, on peut le nommer. Je sais que Jer Alain avait regardé pour venir ici, puis c'est ça, il dit, moi, je vais y aller. Mais si c'est intéressant dans le sens, si je peux faire 2-3 soirs, ça va me faire plaisir. Puis je le comprends, tu sais, je le comprends. Il faut qu'il rentre du cash aussi, parce que c'est sûr que c'est juste venir à une place un soir, tu rentabiliseras pas la patente, tu sais. Fait qu'il faut que ton expérience. Mais c'est bon le point que j'ai enregistré aussi, c'est de miser beaucoup l'expérience client. Fais vivre une expérience. Tu sais, ici à cette île, écoute, on peut te faire justement un bon repas chaleureux, on peut te louer un chalet. Tu sais, on a plein de beaux chalets sur le bord de la mer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est que tu te dis, OK, on va jouer avec nos avantages, puis on va tasser un peu nos inconvénients. Puis un des avantages, c'est de dire, OK, tu t'en vas là, tu fais, mettons, le jeudi, vendredi, samedi, 3 fois, puis à chaque fois, tu es reçu, puis là, tu t'en vas faire un truc dehors, une patente. C'est une vacance, c'est ça. Le Rosec, là, ceux qui font le Rosec l'été, là, c'est pas pour passer à la caisse, parce qu'ils rodent leur show. C'est ça le métier, c'est de faire des shows. C'est que tu fais des shows, puis à quelque part, tu vis quelque chose de spécial. C'est que tu fais, OK, oui, je retourne avec un chèque. Mais bon, c'est pas le chèque de l'année, mais c'est un chèque qui est très respectable, qui est l'équivalent du marché ailleurs. Mais my God, c'est pas la même affaire que de faire un aller-retour Trois-Rivières. Là, il y a quelque chose, là, tu sais, parce qu'on est accueilli, puis on vit quelque chose, puis la salle, c'est que si tu dis une fois par mois, ça veut dire que tu peux avoir quand même pas mal de monde. Tu sais, l'équivalent graffiti, même moi, je voyais plus petit que ça, puis d'après moi, tu es capable de te rentabiliser. Après ça, ce que je pense que ça te prend, parce que tu dis que tu as du talent local. Moi, j'adore l'idée que tu mettes une section open mic dans ton truc. Donc, tu sais, ton premier numéro, par exemple, ou autre. Après ça, il faut que tu penses à ton animateur. Ça fait que Wayne, c'est peut-être toi, c'est peut-être, je ne sais pas qui fait quoi. Mais si ton animateur, il est bon, même s'il n'est pas connu, c'est pas grave. Moi, là, je peux te le dire, quand l'animateur, il est bon, les gens, là, ils viennent 50 pour l'animateur, 50 pour les invités. Minimum, si ce n'est pas 75-25. C'est que rapidement, les gens s'attachent à l'animateur. Mais là, il faut que tu fasses attention. Si tu as juste un gars qui est capable d'être vulgaire, parce que là, tu vas chercher une certaine clientèle, c'est que tu pourrais penser à voir qui, parmi tout le monde que vous connaissez, et si la réponse est vous autres même, tant mieux. Mais si ce n'est pas la réponse, qui serait willing à dire, ben moi, une fois par mois, je vais être l'animateur de ces soirées-là. Ça veut dire qu'en plus, pas pire, c'est un contrat récurrent. Fait que là, tu fais 3 soirs, tu as le même animateur aux 3 places. Fait que lui, là, il devient ton pivot. Ou elle, ça peut être une fille. De ce temps-là, les filles, il y en a qui torchent. Puis autour de ça, là, ben, tes invités, tout à coup, ils deviennent moins importants. C'est que tu es stratégique. Tu as un animateur qui est vraiment le point de rendez-vous à chaque mois. Puis là, tout à coup, ben, tu as des open mic qui coûtent beaucoup moins cher, voire rien, puis qui sont avec un moyen. Tu comprends? Tu peux te packager de quoi en prenant ces différents points-là. Puis là, tu fais vivre ton truc. Puis il se démarque parce que tu te bâtis un nom. C'est le fun, il a déjà commencé ton nom. C'est parfait. Oh, oui, non, c'est ça. Puis là, présentement, vu qu'on est au Nerd, vu qu'on ne peut pas produire de show, c'est ce qu'on fait avec toi aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné cette idée-là. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. On brûlera rien aujourd'hui, il n'y a rien de signé encore, mais on essaie, c'est justement d'avoir des gens d'expérience comme toi qui étaient dans le métier pour pousser un peu aussi, se faire voir tout le temps. Hein. C'est toute une question de visibilité. Fait que là, on met de l'avant un peu justement ces podcasts-là pour parler de notre patente qui s'en vient, parce qu'on a la chance, nous autres, d'être sa Côte-Nord. On est un petit peu moins touchés, quoique les derniers temps, on a été traités comme tout le monde, en fait. Là. On est tombé. On vivait un peu comme dans un village gaulois là, jusqu'aux fêtes. Mais non, on a espoir que ça décovide un peu, qu'on va pouvoir rentrer du monde. Mais c'est ça. Fait que là, on essaie de pousser ce volet-là virtuel, ce qui m'amène à une autre question. Selon toi,
parce qu'on sait que le COVID va avoir changé beaucoup d'habitudes qu'on avait avant. Selon toi, qu'est-ce qui va rester dans l'événementiel, dans ce genre de soirée d'humour, que le COVID va avoir amené? Les gens qui, comme moi, ont été très actifs dans le numérique, moi, c'est sous forme podcast, c'est pas sous forme particulièrement humoristique, malgré que j'ai mon émission de cuisine là, Chef Boilardi. Ben oui. Hein? Chef Boilardi. Cuit. Ah, cuit, OK. Chef Boilard cuit, ouais, c'est ça. C'est sur YouTube. Ouais, j'ai dit Chef Boilardi. Ouais, j'ai fait un lapsus. Ouais, Ben, ça exact. existe aussi, Chef Boilardi. Non, mais Ouais, c'est non, c'est ça. c'est pas particulièrement drôle. C'est coloré, mais ça se veut pas pour faire rire. C'est un éditorial. Tu sais, Ouais. c'est comme c'est ça. Fait que moi, je te dirais que ce qui va rester événementiel, donc sur scène et tout, pas grand-chose. Ça va revenir exactement comme c'était. Il y a du monde qui auront profité de ça, comme je te dis, pour un peu, genre, en guillemets, comme se mouiller dans le numérique, puis dans le podcast, puis dans... Mais il reste que la game est tough. Show virtuel, parce que un peu la nature Non. de la question, c'est que les shows virtuels, je pense pas que ça a été un succès. Ça, c'est une opinion, là. Mais je pense... Non, c'est pas une opinion, c'est un fait. Okay. C'est zéro. C'est zéro. Les conférences virtuelles, c'est un gros hit. Tout dans le domaine corpo, moi, j'ai du monde que je connais qui faisait, vraiment, qui invitait du monde pendant 4 jours, parler de leadership à l'hôtel. Eux autres, ils ont tout transféré sur Zoom, mon vieux, puis c'est comme ça. Ils disent, à la rigueur, je me demande si je vais organiser. Mais humour, puis chanson, puis tout, zéro, je retiens rien. Par contre, tu viens de me donner un flash. Une des affaires que tu pourrais faire dans ta soirée, qui serait vraiment... Puis moi, je l'avais commencé sur la taverne, c'est que tu pourrais mélanger soirée d'humour et podcast. C'est-à-dire que ta soirée d'humour, bon, filmé, pas filmé, je ne suis pas certain que ça change grand-chose, mais après, avec tes invités, tu pourrais faire un podcast. Ah ouais. Ce qui fait que, ben oui, regarde là, ce que tu fais là, tu pourrais le faire devant le public. Ben on est là, nous, on est vraiment adjacent à la salle de 85 places. Il y a juste un rideau qui nous sépare de la salle. Là, le rideau est fermé à côté de moi. Mais il y a quatre télés dans le bar. Puis présentement, tout ce qui se passe ici, là, c'est diffusé dans le bar à la grandeur de la place. Fait qu'on pourrait très bien le faire devant le public. C'est pas ça que je te dis. Moi, je te dis que, parce que de voir ça live sur écran, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est que le show d'humour se passe là, puis nous autres, après, on ramasse les invités, puis on s'en vient en podcast directement dans la place. Il y a juste un rideau à traverser entre les deux. Là. Voilà. Ça, c'était OK. Parce que l'affaire des écrans, bon, oui, non, peut-être. Mais si ta soirée, c'est, exemple, c'est 45 minutes de première partie, entracte, 1 heure de deuxième partie, 10 minutes de break, 15 minutes de break, puis là, tu transfères de salle pour les gens intéressés. C'est très bon, ça, parce que comme ça, ceux qui sont moins, c'est que ça, c'est vraiment hot. Puis là, tu pars un podcast, en live ou pas, ça vous regarde. C'est que ça veut dire que tu aurais une promotion en plus, tu as du contenu, tu jases, tu fais un genre de sous-écoute après. Je comprends pas pourquoi personne ne fait ça. Nous autres, on l'avait commencé la semaine quand ça a arrêté. C'est-à-dire que je faisais exactement ce que je viens de te dire, là, parce que c'est une idée, c'est pas une idée brevetée, c'est une idée, tant mieux si tout le monde l'a fait. Mais on a fait le show, j'avais Christopher Williams sur le show, on a pris un break de 15 ou 20 minutes, puis au retour, c'était mon invité. Comme on fait là. Puis le monde, ils ont trippé, là. Fait que, tu sais, t'invites, regarde bien ce qu'on est rendu. 3 soirs, t'as un animateur là-dedans qui est régulier. Les invités viennent, puis chaque invité, après ça, en plus, fait un podcast. Ça fait qu'à chaque place, ou même à la rigueur, je pense que c'est même pas nécessaire, chez vous seulement, pendant ta semaine, tu as 3 shows plus un podcast. Ça veut dire que tu as de la promo. Tu as de la promo pour ta soirée. Les humoristes, eux autres, sont en promo dans le podcast. Tu sais, tout à coup, tu rassembles plein de projets. Ça, tu vois, je trouverais ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. On voulait, déjà, on avait parlé d'un concept comme ça, mais vraiment de le faire la soirée même, là, c'est vrai, parce que ça m'amène aussi, justement, une question que j'avais, parce que dans les invités, parce qu'on va essayer d'avoir pas juste, ça prend pas juste des gens locaux, là, on en a fait un, c'était correct, mais tu sais, c'est le fun d'avoir un humoriste un peu plus expérimenté. Là, tu pars le podcast live ou pas live, mais directement avec lui devant le public après, c'est vrai qu'il pourrait avoir un buzz autour de ça. Ouais. Tu sais, c'est ça un peu ma question, parce que le genre d'humoriste que nous autres, on va aller chercher ici, on s'entend, on a à cette île, comme dans tous les grandes villes, on a une salle de diffusion principale, qui est la salle de spectacle Jean-Marc Dion. Ce qui fait que demain matin,
je comprends la réalité que je pourrais pas avoir un Mike Ward. Parce que normalement, ben, lui va aller se booker à la salle, puis si la salle va dire, ben s'il va chez vous, il viendra pas chez nous, puis 30 000 $ versus 400 $, je le comprends. Mais peut-être, je sais pas si toi, tu pourrais nous aiguiller sur quelle sorte d'humoriste à aller chercher. Oui, la relève, mais si tu veux attirer du monde, des fois la relève, c'est peut-être pas ça qui va t'amener non plus un buzz, parce qu'ils sont peut-être pas assez connus non plus. Toi, il faut que tu sois dans le circuit, faut que tu viennes dans le circuit du rodage. OK, ouais, c'est ça. Faut que tu ramasses tout le monde qui est en train de préparer son nouveau show, puis encore mieux, ceux qui préparent leur premier show. Donc, ils sont assez connus habituellement, mais ils n'ont pas encore de spectacle. C'est qu'ils veulent avoir des 1 heure quelques, où ils peuvent aller roder. Ah, comme ça, les Arnaud Soli de ce monde, puis tout ça. OK, exactement. Ouais. Exactement. Ah, ben c'est bon, tu vois, c'était une de mes questions. C'était un peu de. On cherchait un peu quelle clientèle cibler là-dedans. C'est sûr qu'on essaie des. Puis tu sais, Mike, encore là, une chance que c'est un tripeux d'humour parce que on se le cachera pas au point de vue financier. Les premiers, tu as juste droppé du cash. Là, mais tu le savais, tu le faisais par passion. D'où ta fameuse phrase que tu dis tout le temps. C'est quoi? Si on fait pas d'argent, au moins on a eu du fun. On a eu du fun, c'est ça, mais c'est. Ben, en fait, moi je vois ça plus comme un investissement parce que c'est arrivé dans d'autres domaines que l'humour, mais je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on avait eu un band, les Velvet Black. Ouais. C'était, écoute, on avait booké ça, puis les gars voulaient vraiment venir, là, puis le prix était excellent, là. Écoute, je dis, écoute, les gars, on pourra pas, on a renégocié le prix, on va aller chez vous, ils sont venus, je pense qu'on était 14 au spectacle. Ouais. Fait qu'au lieu de le faire dans la grande salle, on l'a fait dans la petite salle de 85 personnes. En tout, je dis 14, là, mais on était peut-être une trentaine de personnes. Le band a été vraiment fantastique. Ils ont joué comme s'il y avait eu 500 personnes. Sont allés jaser avec premièrement les gens qui sont venus. C'était des vrais fans, c'était des crinqués, c'était des gens qui voulaient les entendre. On pris le temps de jaser avec tout le monde à la fin de la soirée. Après ça, ces gars-là sont partis en tournée avec Rick Pagano. Fait que ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit écoute, on s'en va avec Rick Pagano, puis là, on veut ta grande salle, puis on va jouer, puis on fait le show. Puis là, ça a été sold out, puis ça a été vraiment un spectacle hallucinant. Fait que moi, le 1000$ que j'ai perdu, la première shot, ben c'était un investissement. Puis la deuxième fois qu'ils sont revenus, ben là, on a réussi à se renflouer, puis ça a été vraiment cool. Commencer à faire une couple de pièces avec ça. Ben, c'est vrai, c'est comme ça qu'on va sûrement. Mais c'est un très, très bon flash. Merci beaucoup, Marc, pour ce point-là, parce que d'aller chercher le réseau du rodage, puis tu sais, en même temps, c'est une expérience. Oui, on va essayer d'offrir une belle expérience client à personne, mais lui, c'est une expérience de faire de la route, de faire une mini tournée de la Côte-Nord. L'Abitibi le développe très bien là, depuis un certain temps. Là, on sent qu'il y a une effervescence autour de l'Abitibi, justement. Oui, ben, comme nous disait Michel Grenier, toi, tu es à 10 heures de Montréal, puis Val d'Or sont à 6 heures de Montréal. Ouais, il y a encore un 8 heures aller-retour de différence. Mais là, c'est ça. Oui, mais alors, moi, tantôt, je ne vous ai pas parlé du groupe Cinglé pour rien. Je pense que vous devriez vraiment être en contact avec eux autres, Alexandre Desrosiers particulièrement. Parce que Québec, puis chez vous, c'est pas la fin du monde. Là. Ça fait que c'est très effervescent. Il y a plein d'humoristes actuellement qui se sont développés à cause de justement. C'est ça qui arrive. Le bordel, ça crée plein d'affaires. On le sait bordel, que ça va. améliorer la qualité des shows. Ben oui, parce que tout le monde peut roder maintenant à Montréal direct. Avant, c'était tout le temps le rodage, la grosse affaire. Là, c'est comme ils vont au bordel improviser, schlang, direct. Fait que même pour les non-établis, c'est bon. Puis pour les nouveaux, c'est malade. C'est qu'à Québec, je le vois, là, moi, tous les mercredis, je fais un Twitch. Connaissez-vous Faf? Oui, ben oui, avec Faf et ses petits amis. Tous les mercredis à 19h30, depuis maintenant presque 2 mois, on est sur le Twitch à Faf. Jean-François Otis, Faf et moi. Donc, c'était hier. Ça dure 1h30, 19h30 à 21h. Ça monte à chaque semaine. Puis, ceux autres, je les ai connus à cause du show à Taverne Grande Allée. Eux autres, ils venaient tout le temps faire un petit 5-6 minutes en début de show. Puis après ça, il y allait des fois dans d'autres soirées. Ce qui veut dire qu'à Québec, des fois, il y en a 2 par soir. Bon, mais cette gang-là, si eux autres, en plus, il y avait tout à coup un nouveau réseau, je veux dire, tout le monde a le frais, le voyage, tu comprends? Mais pas comme aller faire un gig à Rimouski. C'est pour ça que vous devez avoir un degré d'expérience qui est une coche au-dessus. Mais si vous faites ça, vous allez vous rentabiliser et vous allez en avoir du stock. C'est comme un pont à faire. C'est que là, Montréal, à un moment donné, va être aspiré là-dedans. Le monde va dire hey, on veut y aller, on a entendu parler. Oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'on travaille fort et qu'on maintient ça. Mais en gros, mais c'est vrai, c'est des bons points. Une bonne technique, l'expérience client,
Puis justement, se rentrer dans un réseau, c'est ça, on réinventera pas la roue, mais c'est d'être dans des réseaux de contacts existants. Je pense que c'est la meilleure façon de Il y a des soirées d'humour à Rimouski, OK, par groupe cinglé. Il y a des soirées d'humour à Québec. C'est que là, tu es rendu Québec, Rimouski. Là, on arrive chez vous. Fait qu'à un moment donné, là, man, ça pourrait rouler, là. Tong, 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 tong. Ouais. Qui dirait non à ça? Puis je suis certain que Port-Cartier, je sais que ça les intéresse, puis comme moi aussi. Fait que, tu sais, là, quand tu es à 3 places, tu es plus fort, là, tu sais. Là, tu commences à jaser un peu, là, tu sais. Tu commences à avoir. Écoute, puis tantôt, on parlait des conditions. J'avais une question pour toi. Je te lance ça comme ça. C'était une anecdote là-dessus. Mais c'est quoi les pires conditions de salle ou de spectacle que tu as connues ou que tu as vécu avec un de tes artistes? As-tu une anecdote là-dessus? Ben, je peux te parler de moi-même parce que moi, j'en ai fait à mort des bars. J'en ai fait plein. Ça fait que le problème, c'est quand un bar s'improvise un bar spectacle. C'est tout le temps là que ça chie. C'est que si tu vas, par exemple, je me souviens, moi, j'allais une fois par mois au Château Blanc, à Saint-Éphrem-de-Beauce. Puis c'est une place qui fait des shows. Ça fait qu'ils savent comment ça marche. Ça fait que le monde y arrive, puis ils savent que des fois, il y a des shows, puis tu comprends? C'est le gars qui dit, hey, j'aimerais ça faire des soirées d'humour dans mon bar. Puis lui, il pense là, que c'est pas grave, le monde s'assoira n'importe où. Puis là, il installe ses chaises à 15 pieds du stage. Tu sais, c'est des erreurs de base, mais il fait pas ça. Ça, c'est déplaisant, parce que là, tu arrives, tu dis, hey, c'est pas de même qu'il faut faire ça de même. Ça, c'est vraiment gazant. C'est que des très mauvaises expériences, ces gens, mettons, des affaires, j'ai comme pas de souvenirs. Pourtant, j'en ai fait plein. Je suis allé partout. Mais j'ai pas de souvenirs. Puis quand j'accompagnais les gars avec qui je travaillais, je veux pas. Tu sais, je veux dire, les classiques avec là, à un moment donné, il faut que tu saches quoi répondre. Faut que tu saches quoi répondre. C'est ça. Là, c'est toi qui fais la job, tu sais, ferme-toi. Ça fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment juste de savoir faire un show d'humour en tant que personne qui le produit. Fait que quand ça s'est réglé, le reste m'a dit, là, un humoriste, même un jeune qui est capable de dealer avec une crowd, là, il se débrouille, là, tu sais, c'est pas grave. C'est que l'obstacle, c'est vraiment l'organisateur de la soirée. C'est pas le public comme tel. Bon, des fois oui, des fois non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est quand c'est mal organisé, puis que le monde arrive, puis que tu sens comme, ah, il sait pas comment faire ça. C'est pas compliqué pourtant, mais tu peux l'échapper pareil. C'est pas, nous autres, dans notre domaine, là, si on part à la base, évidemment, il faut que ce soit intime, il faut que les gens soient assis près de la scène, il faut que l'éclairage soit bon, le son soit bon. Si tu n'as pas d'éclairage, tu ne vois pas ton artiste, tu viens de casser 50% du show. Si tu l'entends à moitié, le micro sans fil griche, ça fait dur. Tu viens déjà de te scraper, t'aurais beau avoir un François Morancy ou un Mike Ward ou un Martin Matt. Si toutes ces conditions-là sont pas réunies, ton show va être de la merde. C'est ça. Mais je pense que ça nous lance une bonne piste. Puis aussi de continuer peut-être ce qu'on fait là, un peu le virtuel qu'on a. On avait commencé nous autres un peu dans la musique au début du COVID. C'était ton idée, ça, Mike, je pense, pas mal. Des 5 à 9, c'était des 5 à 7 au départ. Ouais. Des fois, ça a duré longtemps, mais c'est ça, on était vraiment là au début de la pandémie. C'est ça qui a été cool. Là. On s'est reviré de base sur un 10 cents, comme on dit, parce qu'on faisait déjà de la production, on avait déjà une caméra, on avait tout ce qu'il fallait pour faire du Facebook Live. Fait qu'on a pitché ça, mais ça a été cool, ça. 50 000 vues par semaine pendant 10 semaines, là, ça a été un gros coup quand même. Là. Pour des gars de c'est ça, nous autres, on était, puis tu sais, toi, Max, ça fait des années que tu produis justement des shows de musique, puis tout ça. Mais c'est ça, vraiment, notre but aujourd'hui, c'était d'avoir une discussion sur le marché de l'humour, notre situation, nous autres, qui est un petit peu plus, une région un peu plus éloignée. Mais je pense que pour nous autres, la COVID, ça va peut-être. Je veux pas dire pour toi parce que t'as perdu 100% de ton chiffre d'affaires. Pour nous autres, la COVID, ça a été bon. Lui, 90% du chiffre d'affaires. On vient de faire un deal avec le huissier qui nous laisse nos micros pour le podcast. Il lance ça non, mais tu sais, je comprends. Mais je veux dire, ça a été bon dans le sens que, toi, ça t'a permis un breakdown parce que tu étais parti sur une année une année record. Fait que là, ça permet de faire on fait un break, on mijote, puis on met une structure en place avec les. Nous autres, sans dévoiler les chiffres exacts, mais je t'en ai parlé l'autre fois. En janvier, février jusqu'au 1er mars, on a le même chiffre d'affaires que du 1er mars au 31 décembre. Ouais. Fait que, tu sais, en 10 mois, on a fait la même chose que les 2 premiers mois de l'année. Fait qu'on s'enlignait vraiment pour une année record.
Puis la COVID nous a... Mais en fait, c'est que nous autres, on a acheté une business qui était so-so. C'était pas vraiment ça coche quand on a acheté. C'était même pas mal endetté. Puis ça a pas été géré par des gens que c'était leur métier. Qui faisait de l'événementiel. Qui faisaient de l'événementiel. C'était pas des gens, c'était des gens c'était des investisseurs qui ont dit on va se faire une salle de spectacle, on va avoir du fun avec ça. Mais c'était pas des gens qui connaissaient le milieu du spectacle. Fait que nous, on a ramassé ça par la bande, mais on l'a pas fermé. T'sais, on a eu les clés le vendredi midi, puis le vendredi soir, on avait déjà un show, puis ça a roulé tout ce temps-là. Fait qu'on n'a jamais eu le break pour mettre ça à notre manière, réparer des trucs, installer de l'éclairage permanent, puis vraiment tout ce qu'on voulait faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Fait que là, on a le temps, heureusement. Fait que on va juste revenir plus fort. Moi, c'est mon but, c'est que quand la COVID va finir par finir, on va être les premiers sur la ligne de départ, là, ça c'est sûr. Ce qui m'amène à moi, ma dernière question pour toi, Marc, ou s'il y en a d'autres après. J'en ai plein d'autres. Je ne sais pas combien de temps vous avez prévu, mais. Moi, en fait, ce qui m'amenait, c'est plus personnel. C'est si, par exemple, nous, on invitait un gars comme toi, Marc Boilard, à venir ici avec. Parce que t'en faisais, tu avais commencé à en faire des podcasts devant le public. Est-ce que ce serait de quoi qui t'intéresserait de venir faire ça dans une région comme la nôtre, avec devant le public, avec le concept qu'on parle depuis le début? Ben, moi, tu vois, j'ai déjà placé mes dates. Alors, c'est ça qu'on appelait Chef Boilardi, c'est mon podcast live, si on veut. J'ai déjà, hier, placé des dates à la salle de Bourgneuf où je jouais une fois par mois à Québec. Parce que moi, je suis convaincu que Québec va être dans une zone orange comme chez vous le 22 février. Oui. Puis j'ai mis vendredi 19 mars, ainsi qu'une fois par mois jusqu'au mois d'août, ce qui était ce que j'étais en train de faire. Puis j'avais commencé à Montréal aussi. Et je me disais, à un moment donné, il va y avoir une tournée, entre guillemets. À un moment donné, quelqu'un va dire, hey, moi, ça me tente d'avoir ça, cette formule-là, qui est littéralement moi, qui répond à des questions live, qui fait monter du monde sur le stage. C'est un mélange de tout ce que j'ai fait à la date. Fait que c'est sûr que j'ai de l'intérêt, c'est clair. Puis ça serait dans cette formule-là, c'est-à-dire, moi, je suis pas un gars qui prend le micro, qui fait des jokes pendant 1 heure. C'est exactement comme Angle mort, mais c'est live. Donc, là, tout à coup, il y a de l'interactivité. Il y a toujours 2 tabourets avec une table. N'importe qui monte, prend le micro. Moi, c'est comme n'importe qui. C'est comme une ligne ouverte, mais live. Puis ça, mon gars, ça colle à la peau. C'est vraiment fait pour moi. Je suis très solide. Ça fait que là, je recommence à Québec. À partir du moment où je vais avoir des invitations sérieuses à aller ailleurs, moi, je dirais, je suis parti. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Donc, justement, tu parlais d'Angle Mort. Ça, c'est ton podcast qui est rendu à plus de, au moins une centaine d'épisodes de fait à date pour Angle Mort. Hein? Je suis rendu à 350. Tu vois, je n'ai manqué un méchant bout. Je vais te dire, j'ai écouté la dernière un matin. Fais le calcul, j'ai commencé au mois de février l'an passé. Puis j'en avais déjà quelques-uns de faits avant. T'es rendu à 108. Non. Non, ben c'est ça, il y en a plus que ça. Moi aussi, je n'ai vu une centaine, mais je pense qu'il y en a disparu sur Balado. Oui, là. tu parles ouais, c'est ça, parce que moi, j'en ai écouté 108 en tout cas. Oui, parce que c'est 300, je vais avoir 400 là, dans pas long. Parce que n'oublie pas, c'est 5 fois par semaine. Oui, c'est vrai. Ça monte vite. Et shit, ouais, c'est. Ah, ben, surtout que le chiffre il est pas bon. Parce que j'écoutais, justement, ça, je trouvais ça intéressant. J'écoutais celle que moi, j'ai entendue ce matin. Tu parlais, tu voulais t'impliquer un peu au niveau du décrochage scolaire. Oui. C'est cool parce que nous autres, à cette île, tu vois, moi, je suis dans un autre organisme, on est en train de développer ça aussi. Nous autres, ce qu'on fait, ben là, même, ça a été annoncé publiquement. Là, on va faire construire un centre en partenariat avec la municipalité de cette île. Et on va construire une espèce de bâtiment où on va produire des cours qu'on donne déjà, mais qui va être pour la prévention, entre autres, là, du décrochage. Fait qu'on va commencer même avec des jeunes de 5-6 ans, des ateliers de bricolage, menuiserie. Et tranquillement là-dedans, un partenariat que je suis en train de développer avec Desjardins pour aussi leur apprendre à gérer finances, carte de crédit, tout ça. Même on parle d'un programme avec des jeunes de 16 ans qu'on leur donne une carte de crédit qui serait entre 14 et 16 ans, qui serait suivie. Fait que, en tout cas, des cours un peu là-dessus. Mais je trouve que la cause est intéressante. Puis moi aussi, c'est de quoi qui me rejoignait. Ben là, c'est sorti un matin, tu dois pas, mais peux-tu avoir un scoop? As-tu des compagnies qui t'ont déjà contacté pour t'approcher là-dedans? Non. Puis moi, j'approcherai personne dans le sens que si le bruit court comme tu le fais là, puis quelqu'un dit nous autres, on aimerait ça si tu pouvais donner un coup de main, tu sais, écoute, moi, je suis tous les jours, je suis dans mon micro. Là, ben oui. On va donner les chiffres montent, ça parle à plus de monde, il arrivera ce qui arrivera. Mais moi, ce que je dis, c'est 100% vrai, c'est 100% sincère.
La suite, ça ne m'appartient pas, tu sais, mais j'ai pas eu d'approche. Par contre, j'ai eu beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de monde qui me suivent, qui m'ont écrit en disant, ah oui, ça, tu as raison, tu sais, des parents notamment, que la cause, c'est même si leurs enfants vont bien, c'est pas long que tu vois que l'ami de l'ami, là, oups, là, lui, il est sur le bord, là, que l'école, il trouve ça top, ça le branche pas. Puis, c'est qu'il y a des méthodes un peu révolutionnaires à mettre de l'avant. Moi, c'est ça que je pense. Moi, je l'ai expliqué, je donnais des conférences dans les écoles secondaires où est-ce que les profs disaient, on ne sait plus par quel bout de prendre ça. Je dis, parfait. Je dis, mais moi, ça va rentrer dans le dash. Ça ne sera pas politiquement correct ce que je vais raconter. Mais j'aimais ton message. Tu disais, pas tant d'adapter mon message aux jeunes. On va parler, on va utiliser les vrais mots, on va dire des vraies affaires, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de climat, un faux climat de sécurité qu'on dirait que certains organismes, puis c'est pas pour lancer des roches à personne, mais de dire, ah non, parle pas comme ça aux jeunes, dites-leur pas ça, ça fonctionnera pas. Maintenant, on peut-tu juste leur commencer par leur parler, puis on verra ce que ça fait. J'irais même plus que ça. Oui, je te dirais, peux-tu commencer par les écouter? C'est tout le temps comme une grande personne adulte qui dit, tu sais, écrire le français, c'est important. Who cares quand tu as 15 ans d'écrire le français? Ouais. Tu veux travailler dans le shop, anyway, puis tu crois pas. Il a raison! Le pire, c'est qu'il a raison. C'est d'autres arguments que ça prend. De terrain. Tu sais. Ça fait que maintenant, il y a tout le temps Sœur Thérèse qui dit oui, non, on peut pas dire ça. Ben, c'est ça. Mais finalement, on dit rien. Tu sais. Oui, parce que nous autres, la game aussi, pourquoi on s'implique beaucoup, notre réalité, nous autres, à Sept-Îles, entre autres, en région, c'est là qui est notre défi, parce qu'on a une minière ici. On a une minière, mais on a une minerie à l'ouest, par exemple. Bon, l'usine de transformation d'aluminium, je te dis qu'avec un secondaire 5, puis un équivalent, puis un cours, ben là, je vais pouvoir te donner un salaire de 150 000 par année, tu sais. Fait que c'est ça aussi, c'est d'amener ces jeunes-là à dire, oui, il y a ça, mais prends le temps d'aller à l'école. Tu pourrais y revenir, là, la luminerie va être là. Même si c'est un professionnel des poches, ça va être encore là, tu sais. C'est ça, c'est exact. Il faut arrêter d'opposer un à l'autre. C'est exactement ça, parce que les raisons pour aller à l'école, dans mon cas, j'en suis un exemple flagrant, c'était 0% pour avoir une job. Tu fais comme Calvas. Penses-tu que je le regrette d'être avocat? Il n'y a pas une journée où je trouve pas que c'est comme ça. Au pire, ça fait juste flasher. Hein, oui, ça flash. Mais quand ça flash, ça veut dire que c'est bon. Ça fait que c'est tout, là. C'est pas vrai. Ah, l'école, tu fais ça pour avoir ton petit métier, puis c'est 10% de ce que ça donne. Puis, il m'a dit, dans le monde compliqué où on vit, là, si tu décides que toi, ah, moi, je m'en claque, ben, tu vas faire partie de toute la gang de tout croche qui ont de la misère à suivre l'actualité dans leur vie, là, pas l'actualité, tu lis le devoir, on s'en crise. Juste être capable de faire la différence entre c'est vrai, c'est pas vrai, être capable de comprendre les enjeux. C'est dans ton quotidien, mon vieux. C'est dans ta vie de tous les jours. Moi, personnellement, ben là, je pense qu'on tirait sur notre fin. Moi, Marc, je l'ai connu à Testostérone. C'est le plus vieux que je me souviens d'avoir remarqué Marc Boilard à Testostérone. Toi, C'était ça aussi. C'était ça aussi, c'était dans Testostérone. C'était une bonne expérience pour toi, ça, Marc? Écoute, des bons souvenirs, j'imagine? C'était de la magie, mon gars, parce que moi, comme tu le sais, je jouais un méchant, tu sais. C'était comme à la lutte. Moi, j'étais un amateur de lutte. Ça fait que ma job sur le show, c'était d'être le méchant. J'aimais tellement ça. Là. Personne n'a jamais fait ça. Tu as eu des méchants dans les téléromans, mais c'était des personnages. Moi, c'était moi, avec mon vrai nom, qui était le pire macho que la TV a jamais eu. Écoute, mon gars, c'était les réactions, tout, c'était écœurant. C'était vraiment... Moi, j'étais dans le milieu de quelque chose. Je vais te conter une affaire. À un moment donné, entre la saison 1 et la saison 2, on est allé faire de la promo dans des villes avec TQS. Puis quand on est arrivé à Québec, on a lunché avec des journalistes en haut du Concorde, le restaurant qui tourne. Puis j'étais avec Mike, puis on était où les fenêtres, puis on voyait toute la rive sud, l'autre bord, Lévis, tout ça. Puis j'étais avec Mike, puis j'ai dit, écoute, il s'en souviendrait, là, il éclaterait de rire. Puis bien sérieux, tu sais, je fais, hey, regarde, Mike, en pointant la rive sud, là, je regarde encore tout ce monde-là qui vont m'haïr cette année. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, il y a de la bonne femme qui t'a haï. Oui, c'était rough. Ça avait rentré top. On parle de ça, j'ai écouté 2 segments de Testostérone hier. Parce que, en sérieux, j'allais voir Marc, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est bon, c'est encore drôle. Il y a eu du bon matériel qui est resté de ça. Penses-tu, Marc, que ça repasserait aujourd'hui, ces commentaires-là? Parce que c'est quand même 2002-2003 à peu près, début des années 2000, Testostérone? 2001, 2002, 2003, ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est impossible. Ben, écoute, on l'annoncerait que ça crierait partout. Écoute, on a joué 10 ans plus tard au Métropolis. Oui, c'est ça, vous avez fait un show en 2012. Il y avait des manifestants dans la rue qui ont cassé des fenêtres. Puis, c'est des groupuscules gros de même. On ne devrait pas s'en occuper. Le problème, c'est pas qu'il y a du monde qui se prononce
qui aiment, qui n'aiment pas, qui veulent pas. Moi, je m'en fous, ça, c'est correct. Je m'en fous. Le problème, c'est que les boss les écoutent. Avant, ils n'écoutaient pas. Moi, Luc Doyon, là, quand on avait des meetings, il me montrait les plaintes que je recevais. C'était ça l'effet. Chaque semaine. Puis il riait, puis il mettait ça au vidange. Mais toi, personnellement. Pourquoi ça faut que ça contrôle la programmation, le monde qui se plaigne du quand? Non, c'est ça. Tu prends ton télécommande puis tu changes de poste quand tu n'aimes pas ça, puis le problème est réglé. Bon, on le dit encore avec les lives sur Internet, là, les vidéos de chats, il y en a d'autres si vous voulez les regarder. Mais est-ce que toi, personnellement, tu penses que ça te nuit à un certain niveau, au niveau télévisuel? Parce que après ça, est-ce que les réseaux avaient peut-être peur de t'engager à cause de ça? Carrément. Moi, je ne suis pas retourné à la télé depuis Love Story parce que je suis devenu persona non grata. Alors que je fais de la radio à Québec, tout feu de flamme depuis quasiment 20 ans dans différentes chaînes. J'en ai fait au 98.5. La radio est beaucoup moins frileuse. Mais la TV, c'est contrôlé à Montréal, puis c'est très, très politiquement correct. C'est que pour eux autres, là, c'est comme genre, oh mon Dieu, comme si tout le monde aimait pas ça du Marc Boilard. C'est complètement faux. Là. J'avais bien plus de monde qui trippait. Mais aujourd'hui, puis dans les bureaux, c'était comme si, m'a te résumé à l'affaire. Depuis 10 ans, si autour d'une table, il y a un brainstorm, puis que mon nom sort, puis qu'ils sont 10 autour de la table, puis il y en a 9 qui disent « Hey, c'est vrai, ce serait bon, voilà », s'il y en a un qui fait « Ah non, moi, non », toutes les autres, ils ne veulent pas se mouiller, tu comprends? Fait qu'il y a des catégories comme ça de gens qui deviennent infréquentables, puis c'est comme si c'est à degré variable. Tu vas avoir quelqu'un de très polémique, mais mettons, c'est politique, ça, c'est pas trop grave. Moi, je riais des filles. Ouh, il a ri des filles. Ça, c'était épouvantable. Penses-tu qu'il y en a qui n'ont jamais compris que c'est un personnage? Oui, c'est ça, je m'attends pour dire. Parce que... La plupart. Écoute, tu avais les 40 ans et plus femmes qui maïssaient, puis les 40 ans et moins qui se tapaient ses cuisses mortes de rire. C'était carrément générationnel. D'ailleurs, c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent ces podcasts, qui m'écoutent à la radio, etc., c'est du monde qui ne me connaissent même pas. C'est plein de jeunes de même dans ma crowd. Moi, j'ai toujours parlé à mon âge en descendant. C'est qu'il y en a là-dedans, là, que c'est comme, moi, je ne connaissais pas ce gars-là. Puis tout à coup, ils embarquent, puis ils font comme, hey, attends une minute, moi, j'aime ça. Puis je le vois, là, je le vois dans mes chiffres, dans mon groupe cible, dans le monde qui sont sur mes podcasts. C'est pas du monde de 50 ans et plus, pas en tout. Ben, je vais te donner un exemple que moi j'ai vécu, ma blonde. Ouais, moi aussi. Ma blonde qui est enseignante, qui a 32 ans. Moi, j'écoute beaucoup de Marc Boilard. Puis là, elle commence à aimer le podcast, puis j'en écoute. De toute façon, ça joue toujours dans la maison. Puis là, maintenant, elle n'aime pas tous les podcasts que j'écoute. Puis là, c'est toi qui joues. Hey, elle dit, il est bon, lui. C'est un bon communicateur, une belle voix. C'est qui? Mais je dis, ben, c'est Marc Boilard. Tu sais, moi, je ne connais pas Marc Boilard. Fait que là, je lui montre c'est qui. Et elle m'a emmené un autre. C'est une question que j'avais pour toi. Elle me dit, mais ce gars-là, on devrait le voir dans des shows, justement, des shows télé. Ben, par exemple, le Big Brother qui vient de sortir a dit, il fitterait, lui, là-dedans. Il ferait un ménage là-dedans. Il serait bon à suivre. Tu sais. Ben, j'ai dit, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que ces gens-là, autant qu'à un moment donné, à cause qu'ils ont été frileux, à cause de ta sortie dans Testostérone, de ton personnage, ils ont été tellement frileux, ben c'est plate parce que ça a privé la télé au Québec d'un méchant bon animateur, d'un bon communicateur, en tout cas. Ben moi, ma blonde, c'est un peu comme ta blonde. Elle avait 26 ans, elle était un peu plus jeune, fait que Marc Boilard, elle savait pas c'était qui. Fait que là, j'y ai fait écouter des vieux Testostérone, justement. On a écouté le podcast. J'ai fait écouter des affaires qu'on trouvait sur YouTube. Puis là, ben là, elle est tombée en amour avec Marc Boilard. Là. Elle est tombée en amour avec. Là, cette semaine, elle dit, là, tu as ton podcast avec Marc Boilard, faut que je te coupe les cheveux, faut que tu sois payé comme faut que tu sois correct. Je dis, ouais, mais Marc Boilard, il n'y en a même pas de cheveux. Fait que pourquoi moi, il faudrait que je me peigne comme faut pour faire un podcast avec Marc Boilard? Lui, il n'a pas de cheveux, puis tu es quasiment plus en amour avec lui qu'avec moi. Fait que ben, on a découvert des trucs, ça a été vraiment cool, là. Mais effectivement, en bas de 40 ans, là, dans nos amis, 35 ans, mettons, en bas de 35 ans, là. Mais écoute, c'était un plaisir. De ton. Ah oui, excuse. T'avais-tu quelque chose à ajouter? C'est moi, je pense. OK. Si de l'expérience testostérone aussi est né monclasseur.com, qui était un site de rencontre qui est mort en 2020, qui a été fermé en 2020. C'est-tu la COVID qui l'a tué ou c'est Tinder? C'est Tinder qui l'a tué. Oui, c'est ça. Mais tous les sites du genre, rappelle-toi Réseau Contact, c'est tout fini, c'est mort. Ça n'existe plus dans le monde. Il n'y a plus de sites locaux. Tout ce qui s'appelle le dating, ça vient d'applications qui sont, mettons, en Californie, puis qui se promènent partout. Ce qui a beaucoup changé, le dating, c'est la géolocalisation.
Dans le sens qu'avant que la géolocalisation sur ton téléphone existe, ton ordi, ben, un site local, c'était une garantie que tu allais rencontrer quelqu'un dans le coin. Tu sais, mon classeur Réseau Contact, on savait que c'était pas français ou bien chilien, tu sais, c'était québécois. Puis le dating, ça ne te tente pas de rencontrer quelqu'un 12 heures d'avion, tu sais. Sauf que la géolocalisation a fait que tous les sites sont devenus locaux. Parce que tu prends ton téléphone, tu dis moi à 50 km. Fait que ton site est local. Fait que ça a été une chose. Puis après ça, mais c'est Tinder. Quand Tinder est arrivé, tout le monde pense. Ceux qui ne connaissent pas ça disent tout le temps, ah oui, Tinder, tu sais, c'était fun. C'est une application, c'était facile, arrêtez, là. C'est parce que c'était gratuit. Ça fait partie de cette espèce d'univers-là où tu peux avoir du financement sans fond, parce qu'il y a des investisseurs qui disent, tout ce qu'on veut, c'est des inscriptions, vous trouverez une façon de monnayer après. C'est pas tout le monde qui trouve la façon de monnayer, mais ils ont du financement. Ça fait qu'eux autres, ils brûlent le marché. C'est comme si moi, j'ai une quincaillerie, puis mon compétiteur, en fait, il vend les mêmes outils pour une scène. C'est un dollarama de la quincaillerie. C'est certain qu'après un an, je suis mort. Fait qu'ils ont tué tout le monde de même. C'est plate, c'était une belle business, moi je tripais. Ah oui, parce que c'est ça, c'est gratis en plus. C'est vrai, c'est gratuit quand ils ont lancé ça, Tinder, ça. C'est la seule chose. Oui. Faut que tu payes si tu veux tant de swipe ou je sais pas. Là, chérie, je suis pas là-dessus, inquiète-toi pas, mais là, je sais que je prévois mon souper. Mais ouais, c'est ça. Je pense que quand ils ont lancé ça, c'était carrément gratuit, eux autres, c'est ça? Complètement. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme, OK. Marc a ouvert la porte, par exemple. Tu disais la géolocalisation, tout ça, on ne veut pas rencontrer quelqu'un à 12 heures d'avion. Mais tu n'as pas fait ça, toi, rencontrer quelqu'un sur ICQ puis aller dans un autre pays? Bonne. 2 fois? 2 fois. J'étais allé au Costa Rica puis j'étais allé au Liban, moi, avec ICQ. Ah ouais. Aller vivre Excellente l'aventure. Expérience. Okay. Sylvia du Costa Rica, on jase encore souvent. Ça fait longtemps, là. C'était dans le temps, je pense, de Testo. Ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Puis Naila, que j'avais rencontrée au Liban, elle, par contre, ça avait mal fini après. Parce que de toute façon, elle vivait chez ses parents, puis c'était genre, on ne quitte pas avant le mariage. Fait que là, moi, je n'allais pas là pour me marier. Là, c'était comme. Moi, j'avais rencontré ce fille-là, puis je me disais, waouh, quelle façon de voyager hallucinante. Puis ça a été, dans les 2 cas, Sylvia, on s'est vu 6 fois, 2 fois ici, 2 fois en Floride, puis 3 fois chez elle. C'est 7 fois. Ah oui, puis quand même. Ben, j'étais allé une fois, puis après ça, on avait dit, on pourrait se voir peut-être à Paris. Mais tu sais, pour moi, c'était pas comme une grosse affaire, mais pour elle, c'était, ouais, si on continue, il faut que ça soit super sérieux et tout. OK, c'est bon. Ça fait loin pour enchaîner. Comment tu dis? Ça fait assez loin pour enchaîner. Oui, c'est sûr. Non, mais comme tu dis, l'idée, c'est que je voulais faire un voyage puis rencontrer quelqu'un en même temps. Puis c'était ça, c'était sympathique. Là. C'était pas genre acheter une russe pour vous marier. Puis, fait que, tu sais, évidemment, des affaires à distance, des fois, ça dure effectivement rien qu'une semaine. Mais ça a été des super expériences. C'était vraiment bien. J'aurais aimé ça continuer d'être en contact avec Naila. Déjà, ne serait-ce que comme Sylvia, ça fait des années que je ne l'ai pas vue, mais ouais, puis on jase, mais l'autre bord, c'était plus un peu impossible, je dirais. Là. Ça fait que, absolument. Mais c'était, oui, j'ai fait ça, puis non, au contraire, c'était hot. Mais tu regrettes pas ces expériences-là quand même, ça t'a emmené une belle amitié, puis une expérience de vie. As-tu connu, toi, tu es plus jeune que moi un ouais. peu aussi, t'as-tu connu ICQ, toi? Non, c'est ça. Ben, moi, tu viens de m'impressionner avec tes recherches. C'est l'ancêtre, ouais, j'ai connu ça. Ben, moi, je suis un peu plus jeune, mais j'ai connu, tu sais, le petit « Oh, quand tu recevais un message, là, ça vient de là. » Moi, c'était, à mon époque, le premier, c'était MIRC, Mirc. Je sais pas si toi, tu as connu ça. C'est un chat, là. Ouais. C'était un chat, nous autres, on utilisait ça justement pour rencontrer, mais c'était drôle, tu sais, parce que... ICQ, la particularité, c'est que ça t'alertait quand quelqu'un était en ligne. OK. Aujourd'hui, c'est banal, mais dans le temps, ça n'existait pas. C'est comme même. Tu sais, MIRC, tu y allais, puis tu voyais qu'il était là. Tandis qu'ICQ, là, tu avais quelqu'un sur ta liste, tout à coup, justement, ça faisait « Oh! » C'est que là, tu avais un message. Fait que c'est comment? Il y a quelqu'un qui est là au moment où on se parle. Ça, c'était une première. Ouais. C'est pas de même que tu dois avoir rencontré ta blonde de 26 ans. Non, c'est l'ancêtre de Messenger. Non, mais ma blonde, je l'ai rencontrée dans un podcast. Moi, tu le sais, t'étais là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est une fan de podcast maintenant. En voyageant. Ouais. Puis, moi, j'avais une dernière question comme ça. J'ai mal formulé tantôt, mais si on t'avait approché pour faire un show du type Big Brothers, l'aurais-tu fait? Alors, je vais vous dire la vraie affaire. J'ai écouté 3 fois Big Brother pendant 5 minutes à peu près. Puis je lis, moi, je suis un gros lecteur le matin pour préparer ma chronique de mon podcast. Puis tout ce que je vois, c'est que c'est des magouilles
pour sortir l'autre. Puis mon gars, ça m'intéresse tellement pas, là. Ça m'intéresse zéro, je retiens rien. Puis mon nom avait circulé pour la première édition, tu comprends? J'avais su ça. Puis j'ai jamais, tu sais, j'ai fait comme ça va être quoi ça et tout. Puis, alors, peut-être que je le regarde pas assez et que je devrais me faire une meilleure tête, mais quand j'ai vu le dernier article du Dumas de la presse, là, lui, il dit ça, puis là, j'ai fait, mais moi, c'est pas moi, mon vieux, là, tellement pas, là. Ben moi, je trouve ce qui manque, c'est. Moi, j'ai trippé sur l'édition de la première Love Story. Ça, j'ai trouvé ça drôle, j'écoutais ça. Puis je trouve ce qui manque au show-là, Big Brother, c'est mon opinion, là. Mais c'est ça, c'est un peu l'analyse autour de ça. Tu sais, un bout, il y avait le Doc Mayou Love Story, c'était le fun. Exact. Moi, j'ai fait ça. Ça, j'ai trippé. T'es analyste, toi, là-dessus, mais là, il n'y a pas ça. Puis Marie-Mé, écoute, elle est bien fine, elle est bien belle, elle chante bien, mais elle fait rien là-dedans, là. Tu sais, c'est ça. Je trouve qu'il manque. Il manque cette profondeur-là que vous aviez, vous autres. En tout cas, il manque l'équipe. Ah, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, ça, cette job-là, là, je te l'apprendrai tout de suite. Comme sais-tu qui j'ai approché il y a 2 jours? J'ai approché le boss de Juste pour rire pour être juge sur mon premier, le prochain Ah statut. oui, Colin, tu fais très là. Avec, qu'il y a eu Louis Morissette, Mariana, pis tout ça. Ouais. Ça me fait triper à mort. Là. Je fais comme Colin, j'aimerais ça être. Tu sais, un job moitié juge, moitié coach. C'est comme ça que je me vois un peu dans la vie. Là. Ouais. Puis, fait que là, j'ai écrit, je le connais, Patrick Rozon. Puis évidemment, tout était canné, c'était réglé au titre, mais je voulais qu'il le sache. Puis tu as raison, Big Brother, je pourrais vraiment dire, hey, parce que je connais le producteur, c'est Eric Young, je le connais très bien. Parce que moi, quand c'est parti. Honnêtement, moi, participer, ça me tente moyen. Mais de toute façon, ils ne m'ont pas appelé officiellement, ça fait que je ne dis pas qu'ils le feraient, mais de faire un team d'analystes, tabarouette que tu as raison. Parce que moi, quand c'est parti, c'est ça, je voulais voir un peu la formule. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ça, je m'étais même posé la question, j'ai hâte d'écouter ces prochains angles morts. C'est un peu comme tu faisais, que tout le monde en parle. Mais c'est ça, il n'y a pas, tu sais, il n'y a comme pas de discussion à avoir parce qu'il n'y a pas cette profondeur-là. Il n'y a comme pas d'analyste qui parle de ce qui se passe. Ça serait plus intéressant que le show. Non, c'est super intéressant ce que tu me dis là parce que demain, dans Angle mort, je vais parler évidemment de notre podcast que j'ai été invité chez vous. Puis, je vais essayer à soir de regarder ça, Big Brother. C'est tous les jours, hein, je ne me trompe pas? Oui, du lundi. Du lundi au jeudi. J'utilise mon cachet vers ma blonde. Il n'y en a pas le vendredi. C'est ça. Je vais faire une analyse personnelle de tout ça. C'est une crime de bonne idée. Au lieu d'aller le voir par intérêt personnel, je vais aller le faire avec un peu de recul. C'est bon, hein? Parce que moi, j'écouterais pas le show, mais j'écouterais ton analyse. Puis ça me des fois, j'ai skippé 2-3, tout le monde en parle, mais parce que, mettons, les invités m'intéressaient moins, mais je trouvais ça pertinent d'écouter, justement, toi qui nous faisais un wrap-up de tout ça. Puis que, ben là, moi, ça me rejoignait plus. Fait que ouais, je comprends. Cette optique-là. Ben, bon flash. Ben, on a 1 heure dans la boîte. Moi, écoute, je suis super content. Si on veut te suivre, Marc, on te suit sur ton podcast Angle Mort. On te suit également à la radio, au FM 93. marcboilard.com. J'ai vraiment tout refait marcboilard.com. Tout est là-dessus. Tu vois les podcasts, tu vois la radio, tu vois mon Patreon où chaque semaine, je fais un conseil en communication suite à des questions que je pose le lundi à mes membres. Comme je t'ai dit, moi, j'en ai poussé beaucoup. Dans le temps des fêtes, j'ai filtré des affaires qui sont tombées, etc. Puis là, vraiment, c'est vraiment le fun. C'est un site qui regroupe tout. Je ne suis pas obligé de dire « va là pour ça, va là pour ça ». Non. marcboilard.com, il y a un petit menu en haut. Ben, sinon, tu défiles. Tout est là-dessus. Puis je réponds à tout le monde qui m'écrit tout le temps. Excellent. Ben écoute, c'est un immense plaisir. Une très, très. C'est un plaisir pour nous autres. J'espère que ça n'a pas été trop pénible pour toi. On va sûrement se reparler, on va sûrement se revoir pour soit des conférences, soit des spectacles, soit des podcasts. On va sûrement garder contact là, pour des projets futurs. Ah, puis aussi, je mentionne, parce que moi, j'ai beaucoup, justement, à mon podcast, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur des analyses de films et tout ça. Ben, je vous réfère à aller voir c'est IMDB de Marc Boilard qui fait justement la revue. Tu es un cinéphile. Donc, aussi ça, si les passionnés de cinéma, là, on le sait, il y en a beaucoup qui sont à la maison, qui sont en train d'éplucher les Netflix et les Prime vidéo. Donc, IMDB, Marc Boilard, toujours des bons commentaires. Fait que il classe les films. Tous les films et séries, je les cote, sans exception. Donc, moi, je finirai avec ça. Donc, c'est ça, un autre bel épisode commun. Comme moi, il nous dit au début, nous, quand on a des invités qu'on a le goût d'avoir tous les deux, ben, on fait un
un podcast commun avec Chez quelqu'un puis Open Mic Podcast. Fait que ça en était un. Fait que ça va se retrouver chez vous à partir de jeudi. Nous autres aussi. Fait que ça va être lancé sur les deux pages de podcast. Les deux pages. N'oubliez pas de me taguer parce que je veux pouvoir moi aussi partager ça. Ben oui, ben parfait, c'est sûr, sans faute. On va être là. Puis merci beaucoup du temps que tu nous as accordé, les conseils précieux qu'on va regarder plus sérieusement. Tu as lancé plusieurs bons. Oui, plusieurs idées, ça bouge, là, ça bouille. Je le vois bouillonner, là, on va aller l'éteindre un peu. Il va me sortir d'autres cheveux blancs. Merci beaucoup. Salut, merci. Bye.